Chihiro, Chihiro, もうすぐだよ. On voit bien qu'on n'est plus en ville. Le magasin le plus proche est à des kilomètres. On sera très bien ici, tu verras. Regarde, voilà l'école primaire. Tu ne veux pas voir ta nouvelle école, Chihiro? Regarde comme elle est jolie et moderne. J'aimais mieux celle d'avant. Tiens, ta carte était tombée. J'ouvre un peu la fenêtre. Ressaisis-toi, mon ange. On a beaucoup de travail devant nous. Les déménagements sont parfois des catastrophes, surtout quand on a 10 ans et qu'on ne veut pas quitter ses amis. Le voyage de Chihiro raconte l'histoire de cette petite fille qui, à l'arrière de la voiture de ses parents, arrive dans un endroit inconnu dont on ne sait pas s'il est réel ou imaginaire. Pour la suivre, il faut accepter de se perdre au beau milieu d'une forêt, comme Descartes, comme Dante, et comme tous ceux qui savent que c'est de l'errance que naissent les meilleures expériences. Quoi? Est-ce que je me suis trompé? Je n'y comprends rien. C'est sûrement là-bas, regarde. Hein? C'est cette maison bleue, là, tout au bout? Oui, c'est celle-là. Ah, j'ai dû tourner trop tôt ou trop tard. Hé, mais ce chemin de terre y conduit peut-être. Attention, tu sais que c'est toujours comme ça que tu te perds. Allons voir un peu plus loin. Ah, t'as vu toutes ces petites maisons? Oui, ce sont les temples où vivent les esprits. Tu sais vraiment où tu vas, là? Ne t'en fais pas. Je te rappelle qu'on a une voiture tout-terrain. Je crois que tu ferais mieux de t'asseoir. Tu vas beaucoup trop vite, chérie, arrête! Un tunnel? Bonjour Hervé Joubert-Laurencin. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Ravi de vous retrouver ce matin. Vous étiez là hier pour nous parler du voyage, j'allais dire voyage de Totoro. Non, de Mon voisin Totoro. Aujourd'hui, le voyage de Chihiro. Vous êtes professeur en études cinématographiques à l'Université de Paris-Nanterre, co-directeur de l'unité de recherche Histoire des arts et des représentations. Et donc, le voyage de Chihiro qui commence sur des chapeaux de roue, vous l'avez entendu. Hier, vous disiez que ce film, à l'inverse de Totoro, était un film, je crois, l'adjectif que vous aviez employé était celui de picaresque. Et on l'a entendu à la musique, les cordes qui s'agitent. On est vraiment dans une autre ambiance là que Mon voisin Totoro. Hein. Mm-hmm. Bah, ça semble très différent et ça donne envie d'ailleurs de comparer avec hier, de comparer avec Mon voisin Totoro, puisque au fond, je me rends compte en écoutant le son que ça débute de la même façon, c'est-à-dire que c'est un déménagement. 2 parents avec une fille. Alors je disais hier qu'il y avait 2 petites filles, mais qu'au départ, Totoro devait n'être qu'un seul personnage, et finalement il y en avait 2, mais c'était un peu la même dédoublée. Et ici, on a seulement une petite fille, mais le père dit: ne vous inquiétez pas, les déménageurs s'occupent de la maison, on n'a plus qu'à arriver vers la maison, on va faire un petit détour, et le petit détour les amène devant ce mystérieux tunnel dans lequel ils ne vont jamais ressortir, et ils ne ressortiront que grâce au sacrifice, au fond, au travail magnifique de leur fille. Donc ici, tout est inversé, les parents ne sont pas des bons parents comme le père de Totoro, de la petite fille de Totoro, des 2 petites filles dans Totoro. Ici, ce sont des gens qui ont une grosse voiture. D'ailleurs, on va voir après qu'ils vont s'empiffrer. Et puis, Ça fait pas d'eux des mauvais parents, la grosse voiture. Non, mais on va s'apercevoir qu'on a besoin de se débarrasser d'eux. Enfin, le film va se débarrasser d'eux. Et ça, c'est vraiment très beau. Et ce qu'on a entendu là dans le premier extrait, il y a une chose très belle, donc qui est déjà une façon de se débarrasser des parents, c'est de faire intervenir un nouveau personnage, qui est un personnage complètement invisible et qui ressemble un peu à ce qu'on a vu dans d'autres films, mais là qui va être très particulier. Et ce personnage, c'est le personnage des dieux. C'est-à-dire qu'il y a des dieux qui vont parler à la petite fille, mais qui ne parlent pas aux parents. Et on l'entend à peine avec le son, mais on le voit à peine à l'image.
quand elle est dans la voiture, elle est à l'arrière de la voiture, de même que les petites filles étaient à l'arrière de la toute petite voiture au début de Totoro. Mais ici, elle est plutôt affalée. Et quand on baisse la vitre, il y a du vent qui entre. Alors on entend le vent qui souffle, mais on voit aussi ses cheveux bouger. Et moi, il me semble évident que c'est une première caresse des dieux. C'est la première façon de dire bonjour et de dire que les dieux sont là et vont s'emparer de cette petite fille aussi, parce que au fond, c'est une histoire de Kamikakushi. C'est le titre du film. Kamikakushi, ça veut dire que les kami vont faire disparaître un humain. Donc on peut traduire ça par mystérieuse disparition. Donc les dieux vont s'emparer d'un humain. Et ici, ils vont s'emparer des parents, on va le voir, mais ils vont s'emparer de la petite fille et elle va se trouver dans un univers radicalement différent. Mais surtout, ce petit vent animateur, c'est le signe des dieux. Et on va le retrouver immédiatement après, lorsque la voiture s'arrête. Quand on a entendu la voiture s'arrêter, elle se trouve là, tout d'un coup, vue de très haut. Et là, on s'aperçoit d'une deuxième manière invisible. Les dieux sont là de façon invisible. C'est-à-dire qu'ils sont là par le cadrage, ce qu'on appelle le cadrage au cinéma, c'est-à-dire juste l'angle de prise de vue. Comme on voit de tout en haut, en fait, les humains sont non pas tout petits, mais les humains sont vus par-dessus. Et là, tout d'un coup, le film dit que ces gens-là sont vus par des dieux. De même que le vent qui vient de caresser les cheveux de la petite fille dit « Bonjour, tu arrives ailleurs ». Les dieux ou Miyazaki, finalement, on parlait des cadrages. Alors Miyazaki fabrique son cadrage, mais il fabrique tous les cadrages du film. Et ici, il en a fabriqué un qui veut dire quelque chose. C'est-à-dire que au cinéma, quand on regarde de droite, de gauche, d'en bas, d'en haut, parfois ça veut dire quelque chose. Parfois c'est porté par un des personnages qu'on vient de voir dans un plan d'ensemble, et ici pas du tout. Mais c'est magnifique parce que tout d'un coup, on comprend que toutes les choses sont vues de très haut. Et plus que haut, vu du fronton de cet étrange bâtiment dans lequel apparaît un tunnel, dans lequel vont s'enfoncer évidemment. Tout le monde a envie de ça, c'est le début d'un récit, donc on a envie d'entrer. Il y a un tunnel qui se présente, c'est le début du film, c'est le début de l'aventure et de la narration. Et c'est le début sans doute d'une métamorphose. Les tunnels sont omniprésents chez Miyazaki. On peut penser à celui de Ponyo, à la fin de Ponyo, celui de justement Totoro dont on parlait hier, le tunnel végétal qui va conduire au fameux Totoro. Pour Miyazaki, le tunnel est aussi une manière de signifier qu'il va y avoir une sorte de transformation. Ce film, Le voyage de Chihiro, est sous le signe de la métamorphose. Écoutez Miyazaki en parler, c'était en 2005. 本質を表すときに変身という方法はとてもいいんですよ。 Je pense que pour démontrer l'essence, c'est bien d'utiliser la métamorphose. 一見単純に見える世界が実はその世界はものすごく複雑 J'ai なの。 l'impression que le monde そ qui の大きいところ semble も小さいところも simple est en fait très compliqué, et dans le grand et dans le petit. 宇宙に行かなくても僕らはいっぱいいろんなものを周りにね。 On n'a pas besoin d'aller dans l'espace pour voir d'autres mondes. On a tout près de nous, le monde des insectes, d'autres mondes, tout près de nous. それで僕は SF を作んなくても済んでるんですよね。 Donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin de faire de science-fiction. 一つじゃない人生を味わおうとしてるんだと思うんですよ。 Et comme chacun, on n'a qu'une seule vie, on essaye en créant des films et tout ça, de créer plusieurs vies, je crois. 虫になったりね。 On peut devenir un insecte, 星を育てたりなんかとてもできない。 ou alors élever des étoiles. C'est des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Hervé Joubert-Laurencin, au fond, Miyazaki, c'est le Ovide du cinéma d'animation, hanté par cette question de la métamorphose. Oui, c'est vrai. Et à chaque fois, c'est sous un mode différent. Donc, dans ce film-là, ce qui est intéressant, c'est que la métamorphose est réalisée. C'est-à-dire qu'on est dans ce type d'expérience qui n'est pas de voir la métamorphose se faire à vue, sous nos yeux, mais la métamorphose a été faite. C'est pour ça que quand Miyazaki dit ce n'est pas de la science-fiction, on comprend très bien ce qu'il veut dire. Ce n'est pas de la science-fiction, disons, de films à grand spectacle et à action tels qu'on les voit aujourd'hui. Mais en revanche, il y a certains films de science-fiction qui jouent justement sur cet effet et qui sont proches de, je sais pas, de Philippe K. Dick, des histoires de science-fiction assez profondes, parfois métaphysiques, et qui mettent un personnage humain brusquement dans un univers impossible, dans un univers inconnu.
Et ça, c'est pas de la science-fiction fabriquée sur l'action avec des grandes choses. C'est un univers qui a été fabriqué. Et Chihiro est fait de cette manière-là. Alors, ce n'est pas un film de science-fiction, mais il a fabriqué une métamorphose arrêtée. C'est comme, si vous voulez, Blade Runner, vous voyez, c'est-à-dire on a un univers qui est tout fabriqué, qui est entièrement prévu, et donc il peut être un peu sale. Alors c'est pas le cas de Miyazaki, c'est pas le cas des bains, puisque les bains sont faits au contraire pour être extrêmement propres, mais il peut y avoir des choses usées, et on voit que les gens ont une habitude de vivre là-dedans. Et donc c'est exactement ce qui va se produire. C'est-à-dire que tout l'établissement des bains que va découvrir Chihiro, c'est précisément un univers qui fonctionne en lui-même, et intégralement fait de métamorphoses, mais on ne voit pas la métamorphose se faire. La métamorphose a été faite. Donc on est dans un moment de métamorphose arrêtée. Et d'ailleurs chez Ovid, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre. Tantôt on voit la métamorphose en action. Vous parliez de Ponyo dans le couloir. Ponyo dans le couloir, c'est précisément ça. C'est exactement comme le petit tétard dont on parlait hier. Le tétard va devenir une grenouille, et la petite Mei ressemble à une grenouille, et donc les personnages sont en possibilité de devenir autre chose. Et c'est exactement ce qui se passe avec Ponyo. Ponyo, c'est un peu comme la suite de la petite Mei devant les Ponyo tétards. ou Chihiro? Ponyo, parce que Ponyo, c'est une espèce de poisson informe, et quand elle se retrouve dans le couloir, c'est une petite fille, et elle redevient une espèce de semi-poisson, puis elle redevient une petite fille. Donc on voit à vue, on voit la transformation. Et Chihiro, non. Chihiro, d'ailleurs, même quand ses parents, on va le voir, se transforment en cochon, on ne les voit pas leur corps se transforme en cochon. Alors racontez-nous, parce que il faut Voilà. le raconter. Avant qu'on Oui. traverse le pont avec Chihiro, il nous faut des éléments de contexte, et donc d'ailleurs, Il s'est passé quelque chose Racontez-nous ce de qui très se passe. très étonnant, et c'est comme ça qu'on se débarrasse des parents, et c'est pourquoi c'est une histoire vue par un enfant, subie par un enfant, gagnée par un enfant, et pas du tout par des parents, puisque les parents, on s'en débarrasse immédiatement, puisqu'ils ils se comportent comme des gros porcs, tout simplement. Et donc c'est comme si une métaphore devenue exacte, c'est-à-dire que ils arrivent dans un endroit vide, et puis tout d'un coup, il y a plein de nourriture chaude. Ça ressemble à une fête foraine abandonnée. Très appétissante, oui, c'est ça, comme une fête foraine, comme un Disneyland en quelque sorte, mais un Disneyland japonais, mais qui aurait été abandonné. Tout est abandonné, sauf que tout d'un coup, tout vit, et surtout, tout est très appétissant. Et les parents se goinfrent, et la petite fille a honte de ses parents, elle s'en va, et quand elle revient, ce sont des cochons. Mais ça, Ils ont c'est été une scène qui transformés a en cochons. Traumatisé des générations de C'est spectateurs. totalement Les parents traumatisant. se retournent tout d'un coup, ce sont devenus des cochons. Des vrais cochons énormes, et ils sont fouettés par les serveurs qui ne sont autres que des fantômes. Donc on est vraiment en pleine terreur. Ouais. C'est un moment terrifiant. Le début du film est terrifiant. D'ailleurs, je peux dire quelques mots là-dessus parce que c'est vraiment une chose énorme avec Chihiro. Pour moi, c'est ma première expérience de Chihiro. C'est comme ça que je présente toujours le film. C'est les 10 premières minutes sont complètement angoissantes. La suite, c'est différent. La suite, on est comme Chihiro, on commence à s'habituer et on commence on n'est pas serein totalement non plus. Non, on sait jamais ce qui va arriver, mais au moins on a compris qu'on est dans un monde où tout sera différent, et il va falloir s'habituer ou mourir. Mais au début, on ne sait rien. C'est-à-dire qu'elle a peur que son corps disparaisse. C'est vraiment des angoisses énormes puisque son corps commence à devenir transparent. Il va falloir manger. Elle rencontre un garçon qui lui fait manger une petite chose, un petit plat de ce monde pour qu'elle retrouve son corps. Voilà. Donc les 10 premières minutes sont radicalement angoissantes, mais il suffit de s'imaginer être dans un pays dont on connaît absolument pas la langue pour se dire qu'on est dans cette situation. C'est exactement la situation de quelqu'un qui arrive dans un pays dont on ne connaît pas du tout la langue. Oui, après, dans un pays où on connaît pas la langue, on rencontre rarement des fantômes, on est rarement forcé à travailler, ouais, mais c'est cette il y a sensation-là. pas un bébé géant, une sorcière à 3 têtes, Mais quand même. ça travaille avec cette sensation-là. Ouais. Cette étrangeté radicale, vous voulez dire. Ouais. Enfin, non seulement il faut pas parler la langue, mais il faut pas avoir d'argent, il faut pas avoir d'habits, il faut arriver là comme un migrant, quoi. Il faut arriver là sans rien, nu. Et alors là, oui, pendant 10 minutes, c'est cette terreur. Ouais. Et au bout de 10 minutes, on va traverser ce pont. On avait déjà traversé le tunnel avec les parents. Les parents sont donc transformés en cochons. Ils restent à se goinfrer dans ce qui ressemble à une fête foraine très glauque. Et Chihiro rencontre un jeune garçon qui va lui demander d'avaler une sorte de baie en lui expliquant que si elle ne mange pas cette nourriture locale, elle finira par disparaître. Que se passe-t-il de l'autre côté du pont? Deuxième passage, donc, le voici.
私はそなたの味方だ。 Ouvre la bouche et avale ça, vite. Il faut que tu manges un produit de ce monde ou tu disparaîtras toi aussi. Non! Ne t'en fais pas. Ça ne te transformera pas en cochon. Mâche et avale. Tu es vraiment vrai? Eh oui. Viens, suis-moi. Où sont passés mes parents? Où sont-ils? Ils n'ont pas pu se transformer en cochon. Tu les reverras plus tard, je te le promets. Surtout, ne respire pas pendant la traversée du pont. Le moindre souffle, la moindre inspiration romprait le charme et le personnel te repérerait. J'ai peur. Du calme, tout va bien. Ravi de vous revoir. Bienvenue à nos premiers clients. Ravi de vous revoir. Ravi de vous revoir. J'ai terminé mon travail. Bien. Enchanté, messire. Inspire à fond. Et bloque. Bienvenue à tous, nous étions impatients de vous revoir. Tiens bon, on y est presque. Messire Raku! Mais où étiez-vous passé? Ah! Quoi? Un humain? Ventre à terre! Un humain, messire! Soyez sur vos gardes! Un humain s'est infiltré ici! Ça sent l'humain! Ça sent l'humain. C'est vraiment le crime a été commis. Alors l'angoisse est palpable même à l'écoute. Hervé Joubert-Laurençon. En tout cas en studio, là, c'est comme si nous-mêmes nous arrêtions de respirer pour pas que quiconque puisse sentir l'odeur de l'humain. Je faisais le parallèle en tout début d'émission avec Dante qui, au début de la Divine Comédie, est perdu au milieu d'une forêt et s'apprête à rentrer au royaume des morts. Chihiro est un peu dans la position de Dante là, non? Oui, c'est très proche. On peut comparer à la Divine Comédie, dont on a fêté les 700 ans cette année, ou l'année dernière. Chihiro, c'est un peu cette histoire-là. Oui, c'est un voyage au pays des morts. Et là, on vient de passer un seuil, on vient de passer un cap. Moi, ça me fait penser aussi, on avait peur, comme on a peur dans les films de vampires aussi. Ça me fait penser toujours au film de vampires le plus célèbre, le Nosferatu de Murnau, avec ce célèbre carton qui peut-être n'a jamais existé exactement comme ça, mais qui a ravi les surréalistes à l'époque quand ils l'ont vu dans une salle parisienne. C'est quand il eut dépassé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Ça, c'est l'intertitre archi célèbre qu'ont adoré les surréalistes quand ils l'ont vu du film de Murnau. Et ici, on a la même histoire qui continue, c'est-à-dire qu'on a un passage de pont. Mais les fantômes, cette fois, on peut pas dire que les fantômes viennent à sa rencontre. En fait, c'est les fantômes qui sont là toujours. C'est-à-dire les fantômes habitent ce lieu et ce ne sont que des fantômes. Et ces fantômes, on les appelle des kami, c'est-à-dire des esprits qui renvoie à la tradition et à la religion au Japon. Et ces kami qui sont liés à des lieux, qui sont des esprits des lieux, on imagine, du moins Miyazaki imagine, qu'ils sont comme des cadres fatigués qui viennent se reposer dans des grands bains. Et on va découvrir que tout un lieu existe pour recevoir. C'est pour ça qu'on entendait le bienvenue aux clients. Bonjour, chers clients. Sauf que ces chers clients sont des navets géants, sont des espèces de personnages sans visage avec un papier à la place du visage, flottent au-dessus de... Voilà, donc on est en pleine, pas exactement science-fiction, mais on est en pleine fable. Et cette fable, c'est une fable divine. C'est-à-dire que ce ne sont que des dieux qui se comportent comme des humains pour se reposer finalement. On a l'impression qu'ils se reposent de leur travail habituel dans cet établissement. Le travail est un thème très important chez Miyazaki. Dans le voyage de Chihiro, il est plus que central et ça commence par la rencontre entre Chihiro et Kamaji, un vieillard à 6 bras qui travaille à toute vitesse et avec qui elle a une de ses premières interactions dans ce nouveau monde. Excusez-moi, c'est vous le vieux Kamaji?
Monsieur Kamaji, je viens vous voir de la part de Maître Aku pour que vous me donniez du travail. Oh, ils s'y mettent tous en même temps. Allez, debout là-dedans, au boulot les gars! Je suis Kamaji, le vieil esclave, au four et au moulin pour chauffer l'eau des bains. Allez mes petits, plus vite que ça! Alors, vous voulez bien me donner du travail? Oh, je n'ai besoin de personne. Cette vieille chaufferie est pleine de boules de suie. Et pour aller au charbon, j'ai toute une armée à mon service. Excusez-moi. Laissez-moi passer. Alors quand on écoute le son, le Kamaji sonne un peu comme les borborigmes de Totoro dont on parlait hier. Et puis surtout, on a retrouvé ces fameuses noiraudes. Hervé Joubert-Laurencin, elles sont là à l'image. Oui. Et Chihiro est en train de leur prendre leur travail. C'est ce que explique juste après Kamaji, parce que c'est des espèces de noiraudes qui d'ailleurs parfois se font écraser par le poids qu'elles sont en train de porter, parce qu'elles portent des morceaux de charbon pour enfourner dans la gueule du four qui va faire marcher l'eau chaude pour les bains des dieux. Et de temps en temps, elles sont écrasées par leur propre poids, elles deviennent une poussière noire comme les noiraudes dans Totoro. Et là, on alterne entre deux choses, quoi. Ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est le passage du pont, manger quelque chose de cet univers. C'est une forme d'initiation. Au fond, on voit que tout ce que vit Chihiro, c'est une forme d'initiation. Et puis là, on voit le deuxième aspect qui est complètement intriqué avec l'initiation. C'est la tragicomédie du travail. C'est-à-dire que c'est un film très réaliste. C'est beaucoup plus réaliste que beaucoup de considérations sur le travail, quoi. On comprend qu'il ne suffit pas de traverser la rue pour aller trouver du travail. Voilà. Et donc, si on prend le travail à quelqu'un, ce quelqu'un vous en veut. C'est ce qu'explique Kamaji. Pour demander du travail, il faut un patron. Puis il faut un deuxième patron, un contremaître. Donc d'abord, elle va voir le premier patron, c'est la sorcière. Elle lui arrache un contrat. Oui, parce qu'il faut un contrat aussi. Très difficile. D'abord, on lui ferme la bouche parce qu'il faut pas parler quand on demande un contrat, etc., etc. Donc c'est d'une violence incroyable. C'est très, très difficile. Et la petite Chihiro comprend ce que c'est que le travail. C'est-à-dire qu'une enfant de 10 ans, un peu boudeuse, qui doit aller à l'école, peut-être changer d'école, avec des parents qui ont l'air assez riches et bon, tout va bien, elle est dorlotée. Brusquement, elle est jetée vraiment comme une vieille savate dans le monde du travail. Et le monde du travail, dans tout ce qu'il a de plus dur, c'est-à-dire qu'il faut trouver un travail pour survivre. Si on ne travaille, on ne mange pas. Et ensuite, il faut vivre collectivement, il faut s'habiller, il faut un uniforme, il faut peiner physiquement et il faut faire des efforts moraux, psychologiques, il faut admettre de ne pas faire ce que l'on veut, faire ce qu'on vous demande, etc., etc., etc. Donc il y a toute l'histoire du travail qui dure pendant tout le film et qui est une longue initiation, une initiation de fable, une initiation presque sacrée. Et en même temps, elle est au contraire complètement ras de terre sur le réalisme d'un film social finalement, sur le travail. Oui, on est bien loin tout ça en dessin animé. C'est ça, et on est très loin de l'univers onirique, végétal, dont on parlait hier avec Totoro, aquatique chez Ponyo. Ici, il y a quelque chose d'extrêmement réaliste et dur. Alors ça va revenir. Oui, alors on est dans des décors, en plus des décors un peu kitsch, où tout est très beau, mais tout est très neuf parce que on doit faire plaisir aux clients extrêmement riches. On peut pas être plus riche que ces clients-là, puisque ce sont carrément des dieux. Donc vraiment là, on tape sur le très haut, le très haut du luxe. Et donc tout est très très luxueux, mais du coup tout est très kitsch. Et la nature n'a pas vraiment disparu, parce que mais elle va revenir par d'autres endroits. Elle va revenir par la mer qui monte et qui descend tout autour. L'eau, c'est très impressionnant. Après, on va quitter un peu ce lieu avec un train qui va permettre d'aller dans un lieu de campagne, mais c'est pas tellement ça. Elle va revenir par les dieux eux-mêmes. Là, on va reparler de la nature par les dieux eux-mêmes, puisqu'il y a plusieurs scénarios ou sous-scénarios, disons, écologistes à l'intérieur de
de l'histoire. Le film est extrêmement dur et on va le voir. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises si vous ne connaissez pas, si vous avez jamais vu ce film. Lorsqu'il sort en 2001 au Japon, c'est immédiatement un immense succès commercial et le plus grand succès commercial du pays. Il va rapporter 275 millions de dollars au box-office mondial, dont plus de 230 millions au Japon. Et il va devenir le film le plus vu sur l'archipel avec plus de 20 millions de spectateurs, détrônant Titanic. Entre-temps, il a été détrôné par Demon Slayer, c'était en 2020, mais donc jusque-là, il est resté le film le plus vu au Japon. C'est dire combien il parle aux Japonais en particulier. Ouais, il parle au japonais, moi, à mon avis, il parle à l'humanité, parce que c'est quand même un film sorti en 2001, c'est un film géant, et au fond, tous les superlatifs sont acceptables. Voilà. Moi, je trouve que tous les superlatifs sont acceptables. Et comme on l'a dit, avec ces 10 premières minutes, avec cette surprise d'un monde complètement différent dans lequel est lancée une petite fille tout à fait normale au départ, on a une espèce de saut dans le temps et de saut dans l'inconnu. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais 2001, mais bien sûr, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick était fabriqué de la même façon. C'est-à-dire que dans 2001, on avait la plus fameuse ellipse de l'histoire du cinéma. Hein. Tout d'un coup, on a des singes préhistorique et puis tout d'un coup il y a un os et l'os devient le futur, donc on a fait l'ellipse l'invention de l'outil, donc voilà. La naissance de l'humanité. Voilà, et on a fait l'ellipse en un passage d'un plan à l'autre, on a fait l'ellipse de toute l'histoire de l'humanité. Et cette espèce de bond que 2001 a rendu très célèbre, c'est un film beaucoup plus ancien, c'est un film de 68, mais il s'appelait 2001. Et là, on a le film de 2001. Et le film de 2001 est un saut dans l'inconnu, est un saut comme ça qui fait une ellipse gigantesque. Et je trouve que c'est un passage de siècle. Enfin, sans doute d'ailleurs que Miyazaki l'a imaginé. Il a imaginé que ce serait le passage du siècle, le passage du millénaire, et qu'il fallait faire quelque chose d'énorme, que tous les superlatifs seraient bons. Moi, je trouve que si on veut être très positif dans la vie, on pourrait dire, c'est ça qui marque. Enfin, c'est Chihiro encore plus que les attentats du 11 septembre 2001 qui marquent le passage du siècle. Parce qu'après tout, à ce petit jeu des historiens de quand est-ce que commence une période historique, on est toujours en train de dire c'est pas exactement en 2000 que ça s'arrête, ça ce serait trop mathématique. Donc il se passe quelque chose. Donc en général, on dit 2001. En 2001, il y a des attentats monstrueux aux États-Unis et donc ça marque le début du nouveau siècle. Chihiro aussi. Il est temps de faire connaissance avec Yubaba. 震えているね。でもまあよくここまでやってきたよ。誰かが親切に世話を焼いたんだね。Ah! Madame, je veux que vous me donniez du travail. Je t'ordonne de te taire! Seulement quand on me donnera du travail. La ferme, silence! Maman vient tout de suite, Trésor, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? Va-t'en tout de suite. Pas avant que vous me donniez du travail. Arrête de hurler comme ça ne sert à rien. Oui, Trésor, j'arrive. Ça, C'est ton contrat. Signe au bas de la page. Tu travailleras bientôt. Mais si ça ne te convient pas ou si tu as envie de rentrer chez toi, je te change en cochonnet sur le champ. Alors il faut que je mette mon nom en bas, c'est ça? Mais oui, arrête un peu de tergiverser et écris. Dépêche-toi. Quel imbécile d'avoir promis du travail à tous ceux qui m'en demandent. Ah! Tu as signé? Oui. Oh. Tu t'appelles Chihiro? Oui. C'est beaucoup trop long pour une aussi petite fille. Désormais, tu t'appelleras seulement Sen. Est-ce que tu as compris? Réponds-moi si tu as compris. Sen! Compris. Vous m'avez fait demander? Elle commence à travailler aujourd'hui. Tu veilleras sur elle. Bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sen. Très bien. Suis-moi, Sen.
Le voyage de Chihiro sur les chemins de la philosophie sur France Culture, ce matin en compagnie d'Hervé Joubert, Laurencin. Alors l'importance du travail, on a beaucoup insisté dessus. Vous avez entendu la voix de Yubaba. C'est le règne du travail, c'est aussi le règne de l'arbitraire. Parce que lorsque Yubaba décrète que Chihiro, c'est beaucoup trop long comme prénom pour une jeune fille, qu'elle va la rebaptiser, on comprend bien là qu'on bascule complètement vers une sorte d'absurde dont on n'est pas sûr de revenir indemne. D'un côté, c'est un aspect complètement réaliste. C'est les gens qui changent de prénom parce que le travail l'impose. Ça fait partie de l'aliénation du travail. D'autre part, on pourrait dire que c'est métaphoriquement une manière d'expliquer l'aliénation. L'aliénation, c'est exactement ça. Hein. C'est être autre que ce que l'on est. Et donc, on va changer de nom et on doit changer intégralement parce qu'on est sous contrat au fond. Hein. Le contrat vous prend et prend votre être en quelque sorte. Et puis là, ça permet d'entendre quelque chose d'extraordinaire aussi. C'est ce jeu narratif quand même assez génial qu'a inventé Miyazaki ou un de ses scénaristes pour le titre original. C'est-à-dire que le voyage de Chihiro, au fond, en français, est un titre assez trompeur d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas de voyage, puisqu'elle est toujours au même endroit. Donc elle ne voyage pas. Donc c'est un contresens au fond. Mais quant au titre japonais original, si on le traduit très exactement, c'est Sen to Chihiro Kamikakushi. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne prononciation. Si on le traduit très exactement, Kamikakushi, c'est mystérieuse disparition, ou bien rapte d'un humain par un dieu, si on veut expliquer ce que veut dire Kamikakushi. Et Sen to Chihiro, c'est Sen et Chihiro. Et là, c'est très compliqué parce que on se moque du spectateur en lui faisant attendre deux personnages, deux petites filles dont l'une s'appellerait Sen et l'autre s'appellerait Chihiro, qu'on ferait disparaître toutes les deux. Et en réalité, non. L'une disparaît et en tant qu'elle disparaît, c'est-à-dire qu'elle est raptée par un dieu, ou bien qu'elle est prise par le monstre du travail, elle devient Sen. Et c'est ce qu'on vient d'entendre. Et on vient de l'entendre, c'est le cas de le dire, on vient de l'entendre par un bruit d'une espèce de scotch qu'on détacherait, ou bien de sparadrap qu'on arracherait d'un coup sur une blessure. Hein. On a entendu scratch. Ouais. Et ce scratch, en fait, c'est à l'image, ce sont les doigts crochus de la sorcière qui attrapent des morceaux du nom de Chihiro parce qu'ils viennent de planer au-dessus de la feuille. C'est franchement très très beau. C'est une chose qu'on ne peut réaliser qu'avec un dessin animé. On comprend pourquoi Miyazaki fait du dessin animé, ou du moins il utilise le dessin animé pour ce qu'il permet, c'est-à-dire que ces mots se mettent à planer. Ce sont ce qu'on appelle des kanji. On en enlève quelques-uns, il n'en reste plus qu'un. Et ce kanji qui, au départ, se dit chi, dans une autre orthographe, se dit sen. Et donc, tout d'un coup, il en reste un qui change de nom complètement. Ce n'est pas Chihiro, on enlève Hiro, il resterait Chi. Chi devient Sen. Quand il est tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire en japonais? Et ça veut dire 1000. C'est donc, ça. En fait, ça veut dire quelque chose. Voilà, ça veut dire quelque chose. Alors c'est difficile d'interpréter ce que ça veut dire, mais ce qui. Elle devient un numéro. Alors elle devient un numéro, on pourrait dire ça, hein, ou alors elle devient toute petite, mais en même temps ce tout petit c'est 1000, donc du coup c'est contradictoire. Voilà, on peut interpréter comme on veut. La chose très importante, c'est cette idée il n'y a pas de voyage. Il n'y a pas de voyage de Chihiro, il y a, moi, ce que j'ai appelé un voyage de soi à soi. C'est-à-dire qu'il y a un voyage sur place. On bouge, on change, mais on change sur place. Et donc, c'est ce qui fait c'est ce qu'on disait hier avec Totoro. Quand je me suis aperçu que Totoro, en fait, les deux petites filles avaient le même nom, en quelque sorte, l'un en japonais, l'autre en anglais, et pour dire le mois de mai, et toutes les deux étaient la même, on a le même principe. On a cette idée qu'on peut on peut dédoubler l'humanité. Et ici, c'est assez fin parce que on la dédouble, mais on la dédouble négativement. C'est-à-dire qu'on en fait un mode de l'aliénation. Et qui ensuite, évidemment, va continuer parce que il va falloir retrouver son nom pour retrouver son être, au fond. Et donc, on va décoller et recoller les morceaux. Avant de les recoller, il faut traverser plusieurs épreuves. Les obstacles sont nombreux. Yubaba va mettre Chihiro à l'épreuve en lui attribuant une première mission très difficile. Il va falloir aider un esprit putride à prendre son bain. Alors attention, quand je dis esprit putride, il faut imaginer une espèce de masque immonde, visqueuse, verdâtre,
dégueulasse qui arrive dans l'hôtel en se traînant, en salissant tout, et ben la mission de Chihiro, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il puisse prendre un bain. Écoutez, vous allez entendre l'eau, la saleté, et puis il se passe quelque chose. Elle trouve quelque chose comme un interrupteur, c'est comme une épine dans la peau du dieu. Et là, ultime métamorphose, pour cet esprit en tout cas, tout va changer. Lynn et Sen, Madame Yupapa vous demande. À vos ordres. Ma chérie, ça sera ta première mission. Tu vas t'occuper personnellement du prochain client du grand bain. Oh, le voilà, votre honneur. Mais qu'est-ce que tu attends? Conduis-le tout de suite au grand bain. Buvez, bois. Ah, je crois qu'elle va demander de l'eau. Oh, elle va surtout salir le mur avec ses mains boueuses. J'ai demandé à Kamachi de t'envoyer toute l'eau chaude disponible. Tu vas avoir droit à sa meilleure eau thermale. Merci beaucoup, mais j'essaie d'enlever une épine qui s'est enfoncée sous la peau. Une épine? Mais de quoi parle-t-elle? Rassemble le personnel en bas. Et dépêche-toi. Une petite minute. Cet encombrant client n'est pas un esprit putride. Tu as réussi. Sen, tu es au milieu de son chemin. Ne reste pas là. Qu'on ouvre grand la porte, l'esprit s'en va. Alors, vous avez l'oreille, hein, Hervé Joubert-Laurencin, évidemment, vous m'avez dit, cette scène a été montée, elle fait plus de 10 minutes, en vrai. Donc, notre Miyazaki personnel s'appelle Nicolas Berger, il a tout concocté en 2 minutes de manière à ce qu'on entende tout. Ça marche extrêmement bien, d'ailleurs, on est vraiment dans l'ambiance. Et alors, je ne sais pas vous, mais l'idée de l'écharde qu'on retire de la peau du dieu me fait penser à l'écharde dans le dos de la sorcière dans Kirikou. Ah oui. Il y a le dos de la sorcière de Kirikou, ça vient sans doute... Il la rend méchante, hein, c'est ça. Et c'est quand on enlève l'écharpe qu'elle devient gentille. Elle devient gentille, c'est vrai. Mais elle ne peut pas l'enlever parce que c'est au milieu du dos. Donc voilà, et c'est Kirikou qui le fait. C'est le seul endroit où elle ne peut pas. C'est ça. Et là, c'est Chihiro qui va trouver cette écharde et l'enlever. Et alors là, on a une espèce de déchet d'immondice qui se répandent dans l'eau. Je pense que c'est une vieille histoire. Il doit y avoir une histoire de Romains comme ça, peut-être même de chrétiens qui n'est pas mangé par un lion dans l'arène parce qu'il avait vu ce lion avant et il lui avait enlevé une épine dans le pied. Il me semble me rappeler de cette histoire. L'histoire de l'épine. Cette histoire édifiante. Ouais. Donc il y a une vieille histoire de l'épine. Et ici, l'épine, tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est si je me souviens bien, que c'est un guidon de vélo, je crois. Ou si c'est pas le guidon, c'est un morceau du vélo. Et tout d'un coup, il y a un vieux vélo cassé qui arrive. Et à la chaîne, attachée avec ça, une série d'immondices énormes des tonnes et des tonnes d'immondices, tout simplement déversés dans une rivière. Je crois que c'est si je me souviens bien, ce dieu qui s'en va sous une forme blanche, complètement blanc, alors qu'il est arrivé absolument dégoûtant, plein de boue ignoble et puante, qui fait s'effondrer, qui fait tourner le riz et qui fait s'effondrer les tentures parce que c'est trop puant. Je crois que c'est une rivière lui aussi et que cette rivière est polluée tout simplement. Donc on a tout simplement la représentation. Je disais tout à l'heure que la nature va revenir, elle va revenir par les dieux et c'est comme ça que ça revient. C'est-à-dire que c'est tout bêtement qu'est-ce que les hommes ont fait à la nature? C'est l'anthropocène en face des dieux, quoi. C'est-à-dire le moment où les hommes ont commencé à exploiter intensivement les formes de la nature, sans jamais s'arrêter. Dans la période industrielle, on appelle ça l'anthropocène, c'est-à-dire c'est le moment où où on commet des choses irréversibles. Et là, c'est ce qui est exactement exprimé par
par l'intermédiaire d'une chose pourtant beaucoup plus ancienne, l'idée des dieux puants ou bien des dieux bénéfiques, des dieux, des kami associés à des lieux. Donc ici, il est associé à un lieu qui serait un fleuve ou une rivière entièrement polluée, qu'on va retrouver de façon explicite dans Ponyo, puisque dans Ponyo, l'histoire commence parce que justement, elle s'est fait prendre par un filet. La petite Ponyo s'est fait prendre par un filet qui était là pour ramasser les immondices que les gens jettent dans l'eau de la baie. Et voilà, ici ça passe à travers les dieux. C'est très efficace pour qu'on comprenne la chose. Et ça donne à Chihiro une importance extraordinaire, c'est-à-dire que c'est elle qui va dépolluer. Ah oui, c'est une héroïne là. Oui, l'océan. C'est l'héroïne écologiste totale. Écologiste et également, bien sûr, née dans l'univers de Miyazaki, féministe. Le mot n'est pas employé comme tel, mais c'est exactement ce qui se passe. Écoutez, on le découvre à l'occasion de la colère de Yubaba. Alors, vous l'avez entendu dans l'extrait précédent où elle rencontrait Yubaba. Yubaba est accompagnée d'un bébé qui fait 10 fois sa taille. C'est un bébé géant. Mais bon, dans ce monde, rien n'est étonnant puisque rien ne fait sens pour nous autres êtres humains qui ne vivons pas dans le cinéma d'animation de Miyazaki. Et le bébé ici va jouer un rôle très important. On va se rendre compte que finalement, lui-même, ça aussi, ça va vous parler aujourd'hui, a très peur d'être contaminé. Il a peur des germes. Il veut rester dans sa chambre au milieu des coussins de peur d'être en contact avec le monde extérieur. Alors écoutez ce que cet extrait dit du monde extérieur, de l'ordre patriarcal et de l'importance de la sorcellerie pour mener les combats qu'on pourrait appeler les combats féministes. Quoi? Mais c'est une véritable catastrophe! Cet esprit masqué est un sans-visage! Oui, un sans-visage! Par cupidité, tu nous as imposé un client épouvantable! Surtout, ne prends aucune initiative avant que je descende! Embarquez-moi un coup, mettez-le dehors! Il ne m'est plus d'aucune utilité. Oh, mon joli bébé est encore sorti de son berceau. Oh, pardon, mon petit. Je n'avais pas vu que tu dormais comme un loi. Baba a encore du travail, trésor. Retourne au pays des singes, mon ange. Aïe, arrête, tu me fais mal. Merci de m'avoir caché, mais je n'ai pas le temps de m'amuser avec toi. Sois gentil, lâche-moi. T'es venu me refiler plein de maladies. Dehors, il y a plein de microbes méchants et de mauvais germes. Écoute-moi, un de mes meilleurs amis vient d'avoir un accident et il est blessé. Et je dois absolument m'en occuper, alors sois gentil, lâche-moi le bras. Si tu pars, je vais pleurer. Si je pleure, il y a Yubaba qui arrivera et après ça, elle te tuera. Mais si tu veux, je te casse le bras. Ah, tu me fais mal. D'accord, je te promets, je reviendrai jouer avec toi. C'est maintenant que j'ai envie de jouer. Du sang. Regarde, du sang. Sorcière, bébé et cri, tout y est dans cette scène. Alors, comment vous la comprenez, l'importance de la sorcière ici, Hervé Joubert-Laurencin? Est-ce que c'est le symbole d'un combat? Pas exactement dans cet extrait, parce qu'elle s'avère une mère abusive en quelque sorte, et puis qui a peur de tout, parce que le bébé n'a pas inventé l'histoire des germes. Donc c'est sa mère qui l'enferme dans un endroit parce qu'elle a peur qu'il touche le monde extérieur. Donc on entre dans l'histoire générale. En fait, on peut pas comprendre les personnages un par un. Ce sont des réseaux de personnages et des interactions entre les personnages qui donnent non pas une morale, mais une histoire. Donc l'histoire, elle se fait entre les personnages. Ici, par exemple, alors que Chihiro, au départ, c'était la petite fille grognon, la petite fille qui ne voulait rien faire, extrêmement fade, extrêmement molle, elle est dessinée différemment pendant tout le film. C'est-à-dire, petit à petit, elle prend des muscles en quelque sorte. Enfin, ça se voit pas de façon énorme, mais dans la façon de l'animer, on voit qu'elle se métamorphose elle aussi, sans que ce soit vraiment visible. Et on voit qu'à la fin, elle se tient droit, elle a travaillé avec son corps a changé. Et donc, au début, elle qui justement ne veut pas sortir est dans un endroit douillet et va être jetée dans un univers difficile, mais qui est tout simplement la vie, l'univers du monde. Et ici, c'est elle qui du coup
fait fort de son apprentissage au fond. C'est-à-dire qu'elle lui explique qu'il faut aller aider les autres, son ami est en difficulté, donc elle va se débrouiller pour partir. Tandis que Yubaba, manifestement ici, a un aspect, alors qu'elle a un aspect plus que libéré, oppressive même. C'est la patronne, c'est la patronne de tout. Donc celle qui dirige tout, c'est elle. Elle a son double. Elle aussi, elle travaille en deux. Il faut la comprendre sans doute avec sa sœur jumelle, la sœur jumelle qui est la sorcière pour le bien, donc il y a une sorcière pour le bien qui est un peu plus comme une sorcière comme une Baba Yaga russe, qui se trouve au milieu de la forêt, qui est très accueillante et qui explique ce qui s'est passé autrefois, etc. Donc on peut prendre les deux et les ajouter, on peut les prendre dans une interaction, et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que les femmes ont un rôle extrêmement important dans tous les films de Miyazaki. Mais c'est très frappant. Et alors que ce soit des sorcières n'est en rien négatif. C'est-à-dire que là, il faut prendre l'idée que les sorcières, c'est aussi une expression féminine, et ça a été déjà écrit beaucoup. Les sorcières sont aussi une manière d'exprimer un regard qui est certainement pas un regard féminin, mais qui est sans aucun doute un regard féministe. Oui, c'est évident qu'on peut donner à Miyazaki un regard féministe sur le monde, c'est certain. Oui. Et on le retrouve à travers la transformation de cette Chihiro notamment. Il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Est-ce que vous voulez qu'on écoute le dernier extrait ? Ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut aussi laisser ouverte cette fin pour ceux qui n'auraient pas vu le film. C'est vous qui allez décider. Moi j'aime bien la fin amoureuse. Ouais, vous avez raison, on va attendre la fin amoureuse. Enfin, surtout, c'est une espèce de retournement, parce que, raconter le film, en fait, ne révèle rien de l'expérience qu'est de regarder ce film pour le spectateur, finalement. Et même, ça va sans doute donner des clés, parce qu'il faut souvent plus d'un visionnage pour avoir fait le tour de la richesse de ce film. Dans l'extrait que vous allez entendre, on voit Chihiro qui va chevaucher un dragon qui s'envole, et soudain va lui arriver une sorte, ce qu'on pourrait appeler une anamnèse, une réminiscence, dirait Platon. Elle va se souvenir d'un événement fondateur lorsqu'elle était jeune, elle s'est noyée dans une rivière, que cette rivière, le dieu de la rivière, l'aurait sauvée. Et ce dieu, on se rend compte que c'est le personnage qui l'a accompagné depuis le début de son voyage. C'est celui qui l'a sauvée. Initiatique, voici l'extrait. おばあちゃん、ありがとう。私行くね。大丈夫、あんたならやり遂げるよ。私の本当の名前は千尋って言うんです。千尋。おばあちゃんありがとう。さようなら。Aku, écoute-moi. Ce que je vais te dire, je m'en souviens pas vraiment moi-même, mais je sais que ma maman me l'a raconté. Quand j'étais toute petite, je suis tombée dans une rivière. Le temps a passé, ils l'ont remblayée, ils ont mis des immeubles dessus. Mais il y a une chose dont je me souviens. Ça vient de me revenir. Cette rivière, c'était là. La rivière Kohaku. Ton vrai nom, c'est Kohaku, comme la rivière. Oh! Je te remercie de m'avoir sauvé. Sans toi, mon vrai nom serait devenu un vieux souvenir enfoui au fond de moi. Je t'ai vraiment sauvé? Je suis l'esprit de la rivière Kohaku. L'esprit de la rivière, ça fait penser à un dieu. Mes souvenirs me reviennent à présent. Comment aurais-je pu oublier le moment où tu es tombé au fond de moi? Tu te penchais pour repêcher ta chaussure. Oui, et tu m'as emmené dans tes bras vers le quai pour que je puisse reprendre pied. Oh, quelle joie! On est bien loin de l'univers électronique de Totoro. Là, c'est la grande symphonie, la grande joie. Hervé Joubert-Laurencin, il nous reste 1 minute pour commenter cette fin. Ce qui est très étonnant, c'est que ce sont des enfants et qu'il leur arrive une espèce d'histoire d'amour improbable. Ça arrive assez souvent chez Miyazaki, c'est un jeu étrange. Et puis, il y a cette
cette idée d'anamnèse, c'est-à-dire on retrouve son nom et en retrouvant son nom, quelque chose vient du passé et revient et se retourne. C'est quelque chose de très cinématographique au fond, parce que après tout, dans les leitmotifs dans la musique des films, ça marche comme ça. Les histoires qu'on vous a données au début du film et puis qu'on retrouve à la fin sont mises en mémoire par le spectateur, et c'est une manière de faire advenir des récits. Et là, on a un retournement complet, parce qu'ensuite elle va retrouver ses parents, mais ça n'a plus d'importance au fond. Hein. C'est vrai. Elle aura sauvé ses parents, voilà. Et ce qui n'a pas d'importance, dans la version américaine, par exemple, c'est tout à fait ridicule. Il y a une voix off du père qui dit alors ça va, tout va bien aller. C'est complètement à contresens, parce que en réalité, les parents n'ont rien fait, les parents sont ailleurs, et la fille les a sauvés. Et donc, ce qui compte, c'est cette fin happy end juste avant la fin, qui finit par quelle joie. Merci beaucoup Hervé Joubert-Laurentin d'être venu ce matin nous parler du voyage de Chihiro. J'annonce, je l'ai fait hier mais je le refais avec plaisir, la parution en mars, donc ce mois-ci quasiment, 2022, un ouvrage que vous avez dirigé, dans lequel vous avez écrit un article sur Totoro, il s'appelle De zéro de conduite à Tomboy, des films pour l'enfant spectateur. Il sera disponible en librairie dans quelques jours. Et puis, comme chaque jour, une recette des films du studio Ghibli qu'on trouve aux éditions Ini, c'est un livre de recettes. Eh bien aujourd'hui, dans le voyage de Chihiro, vous pouvez vous inspirer du film et faire un beignet aux haricots rouges. Attention, en revanche, 3 heures de temps, niveau de difficulté, 4 noiraudes. Mais vu la photo, ça a l'air d'en valoir la peine, à condition évidemment de ne pas se transformer en cochon, comme les parents de Chihiro. Merci beaucoup et à très bientôt.
France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver comme tous les jours Frédéric Worms pour sa chronique Philo du jour, le pourquoi du comment. Comment éviter la guerre civile ? La guerre est au sens strict un conflit entre deux entités politiques extérieures, ce que l'on appelle en principe des États ou en tout cas des sociétés. Et l'idée même de guerre civile semble peut-être contradictoire. N'est-elle pas seulement une discorde, comme le dit le mot grec qui la désigne, la stasis, qui en grec ancien désigne certes la discorde, mais la discorde dans ce qu'elle a de pire, le pire danger, le plus grand mal imaginable. C'est la discorde entre des citoyens qui conduit en effet à des conflits inexpiables et peut-être plus terribles encore que toutes les guerres. Le terme même de guerre civile montre bien que les guerres peuvent intervenir de l'intérieur d'un État entre des citoyens qui normalement devraient reconnaître la paix civile, devraient reconnaître leur unité comme plus importante et plus puissante que tout désaccord. Mais qu'est-ce donc que la guerre civile et pourquoi faut-il et peut-on surtout absolument l'éviter ? Eh bien, la guerre civile, c'est justement quand on transforme le désaccord entre des adversaires conçus comme partageant un cadre et un but commun dans une cité unie, ce désaccord inévitable, normal, démocratique aussi, et que la démocratie vise à conjurer, quand on le transforme en guerre entre des adversaires que tout oppose et qui sont en fait comme des étrangers dans un même pays. C'est ce que l'on appelle désigner l'adversaire comme un ennemi. Le philosophe autrichien Carl Schmitt, le juriste qui avait théorisé la distinction entre amis et ennemis comme cœur du politique, a montré par là même que dès que l'on désigne un concitoyen comme un ennemi, on est en train de fomenter une guerre civile. Et cela est toujours un risque, cela risque toujours de revenir, car il est toujours excitant en quelque sorte de désigner l'autre, de désigner l'adversaire, la source du désaccord, non pas comme un partenaire, mais comme un ennemi de l'intérieur, comme un étranger avec lequel on n'a aucun rapport. Ainsi, souvent, ceux qui fomentent l'étranger comme adversaire conçoivent-ils aussi l'adversaire comme un étranger? Ce vocabulaire de la guerre civile qui revient souvent aujourd'hui, même dans les pays démocratiques européens du XXIe siècle, même dans une campagne électorale qui semble le processus démocratique le plus normal, le plus nécessaire pour éviter les conflits, c'est un signe redoutable qu'il revient de partout. Quand aujourd'hui on désigne certains adversaires comme des ennemis, on est en train, en réalité, de fomenter la guerre civile. Ce dont il faut se souvenir, c'est que les États ont en fait été toujours construits contre ce risque de guerre civile qui revient lui aussi dans chaque pays comme la mémoire du refoulé qu'il réussit tant bien que mal à conjurer. Ne nous étonnons pas si les spectres des guerres civiles finissent toujours par revenir aux États-Unis, en Espagne, en France même. Il y a eu des discordes majeures qui ont conduit à des citoyens, des concitoyens qui se pensent eux-mêmes mutuellement comme des ennemis. Mais n'oublions pas que c'est là le risque majeur, que les humains ont construit des institutions pour l'éviter, et ne jouons pas avec ce feu, refusons que certains désignent des ennemis alors qu'eux-mêmes sont des adversaires. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie et à télécharger, à podcaster via l'application Radio France. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Carla Michel, Manon Delacelle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger réalise pour vous cet été à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette série. Demain, Kiki, la petite sorcière, sera au programme et c'est Alexandre Matisse qui sera en studio pour en parler. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On met en ligne quotidiennement l'émission du jour et on est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain donc, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.